Le magazine de l'économie, produit et présenté par Zeki Azak et Tahar Al-Almi. Bonjour. L'actualité économique ces jours-ci est dominée par le projet de loi de finances complémentaire pour l'exercice 2014. Le projet est soumis à l'ANC en vue de son adoption, son examen tout d'abord et puis son adoption. Il comporte plusieurs dispositions que nous essayerons de commenter successivement dans ce numéro du magazine de l'économie et dans le numéro du vendredi 11 juillet. Aujourd'hui, nous mettrons l'accent sur la manière dont le gouvernement compte s'y prendre pour mobiliser les ressources nécessaires au financement du budget de l'État. Notre invité pour les deux émissions est Nabil Abdellatif, président du Conseil de l'Ordre des experts comptables de Tunisie. Avant donc de s'attaquer à la mobilisation des ressources, on aimerait connaître votre avis, Nabil Abdellatif, sur la déclaration du gouvernement qui affirme que cette loi de finances complémentaire est placée sous le signe de la relance et non de l'austérité. Êtes-vous d'accord? On va dire, comme idée, comme objectif, c'est bon de parler de la relance et de la rationalisation, on va dire, parce que le gouvernement soutient le mot et le terme rationalisation pour éviter le terme austérité qui est souvent connoté avec tout ce qui est récession plutôt. Donc, à ce niveau-là, on va dire, bon, la relance, c'est bien de faire la quête de la relance. Par contre, choisir entre rationalisation, qui n'est pas un terme économique, on va dire, à part entière, parce qu'au fait, il y a austérité ou extensionnisme. Donc, si on va aussi entre le terme rationalisation et austérité, moi je dirais, et on l'a bien dit expressément, donc à pas mal de niveaux, aujourd'hui en Tunisie, on a besoin d'une vraie politique d'austérité. C'est le corollaire de la non-réussite de la méthode de la politique stop and go. Donc, c'était à l'inverse. Nous, on a essayé le go à 3 fois, ça n'a pas marché, c'est le moment de dire stop. Il fallait dire carrément que c'est un... Moi, j'aurais souhaité que ça soit carrément un budget d'austérité. Par contre, au niveau des dépenses d'investissement, on aurait quand même la possibilité de voir ailleurs pour tout ce qui est relance. Vous faites la dichotomie entre relance, c'est-à-dire la politique de go, et l'austérité de stop. Quand est-ce qu'en Tunisie, il y a eu du go et quand est-ce qu'il y a eu du stop, premièrement? D'abord, où nous en sommes au niveau des faits stylisés. Le déficit public dont il est question en Tunisie, il n'est pas catastrophique. Nous avons les chiffres du ministère. On consacre la prochaine émission à tout ce qui est déficit, justement. Donc là, il va falloir faire très rapidement. Donc ici, rationaliser, oui, l'austérité. Vous nous dites qu'on doit faire de l'austérité. Mais comment voulez-vous faire de l'austérité quand vous avez 15% ou 17% de chômage? C'est-à-dire vous voulez qu'il y ait du 25 et 30% de chômage, comme en Grèce, comme en Espagne. C'est ça ce que vous voulez, monsieur? Je vous écoute. D'accord. Donc, bon là, on doit développer. Bon, en fait, vous avez parfaitement raison. Pour la première question, il y avait 3 fois go, c'est-à-dire on a essayé de creuser le déficit. Comment? C'est en s'endettant. Non, mais comment? On a dépensé quoi? La politique de go, c'est une politique de dépense. Oui. Qu'est-ce que nous avons dépensé? Nous avons augmenté le budget. Quel titre? Non. Titre 1, titre 2? Non. La conception de la loi de finances 2012, c'était pour une extension au niveau du titre 2, de l'investissement. Et alors? D'accord. Et alors? Mais la réalité des choses, on a trouvé que... Donc c'est pas du go. Donc je viens à l'idée. On a essayé de vendre au niveau des finances publiques tunisiennes l'idée de go and stop. D'ailleurs, souvent on le disait à l'envers, on disait go and stop, c'est le contraire. C'est plutôt go and stop. Bon. Donc on a favorisé l'extension du budget. On est passé aux alentours de 17 000 millions de dinars à actuellement 28 000 millions de dinars. C'est l'extensionnisme pur et dur. Alors que réellement l'économie n'a pas suivi pour créer ou pour faire face en termes d'équilibre selon les normes internationales, notamment donc en termes de déficit budgétaire, pour donner justement le fonds économique pour cette augmentation substantielle en termes de dépenses. Et là, le problème s'est posé au niveau de ressources. À ce niveau-là, généralement, si on est dans l'extensionnisme, si on n'arrive pas à affecter cette politique dans des projets ciblés, bien définis, avec des retombées et impacts escomptés en temps,
directement dans la consommation entre mesures. Oui, et d'accord. dans ce cas-là, il faut arrêter immédiatement et revenir vers l'austérité. Et là, je finis par la réponse. Et l'austérité, si on parle qu'on est dans l'obligation parce qu'il est connoté, qu'on va dire corrélé avec les dépenses en importation en devises et avec le problème de balance de paiement. Donc tout est lié finalement. Oui, bien lié, sûr. Et donc les choix, souvent, on n'a pas assez de marge de manœuvre pour choisir. S'il vous plaît. On parlera plus tard de la marge de manœuvre des pouvoirs publics. Il y a beaucoup de marge de manœuvre pour relancer l'économie. Nous avons les chiffres. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas de politique de go. Il y a eu des dépenses. Le budget a augmenté. Ça n'a pas été orienté vers l'investissement public créateur d'une dynamique de relance économique, créatrice de richesse, d'emplois, d'investissements, etc. Mais vers des dépenses de compensation de militants qui étaient en prison, des augmentations de salaires, des recrutements à n'importe comment, etc. Donc on n'a pas à parler de politique de go, de relance. Quand Mehdi Jem'a parle maintenant, il dit qu'il faut rationaliser. Là, je suis d'accord. On ne parle pas d'austérité, on parle de rationalisation. D'abord. Deuxièmement, et c'est très important, c'est que le déficit public aujourd'hui, il est comparable à celui qu'il était en 90-91. Nous en sommes à moins de 7% du PIB, donc c'est pas catastrophique. C'est grave. C'est dans la deuxième partie de notre émission. Oui, on avance, il faut qu'on va avance. Revenir sur ce point. Voilà. Donc ici, il y a un problème de ressources. Et à ce moment-là, on va revenir sur le problème du déficit, oui, plus tard. Donc, on avance un peu dans notre émission. Pour mobiliser les ressources nécessaires au financement du budget, le gouvernement de technocrates n'a pas manqué d'imagination et a fait feu de tout bois. Même le contrat de mariage sera désormais assujetti à un timbre à 30 dinars. Nous allons donc procéder par étapes, Nabil Abdelatif, pour justement la mobilisation de ces ressources. Il y a des dispositions pour réduire l'évasion fiscale. Il y a le remplacement du régime forfaitaire pour nombre d'activités, et donc le remplacer par le régime réel. Vous pensez que les mesures qui ont été proposées là, puisque le projet n'est pas encore adopté par l'ANC, ce que le gouvernement propose, on est sur la bonne voie? De toute façon, des fois, on est obligé d'essayer de trouver des solutions pour collecter le maximum de ressources. Et cette collègue, donc généralement, on a eu la même expérience au niveau de la loi, carrément de la loi de finances 2014. Oui. On a eu cette course effrénée pour collecter le maximum de recettes, qu'on le dise, de recettes fiscales, qui a créé même quelques mouvements sociaux oui. Quant à quelques relèvements de taux concernant les vignettes, tout ça. Donc, pour dire que, honnêtement, avec je peux le dire, le pseudo cas de cessation de paiement avril 2014 pour les salaires publics, honnêtement, quand même, pour le ministère des Finances, il est temps d'essayer de collecter au maximum de ressources. Sachant qu'il y a une détérioration nette de la part de ressources propres de l'État tunisien, du peuple tunisien, de la nation tunisienne dans ce budget. On était, on va dire, grossièrement 82% aux alentours de la fin de l'année 2010. Actuellement, on est à peine à 70% et c'est alarmant comme tout. Donc, à ce niveau-là... 70% de quoi? De ressources propres par rapport à l'enveloppe totale du budget. Donc, à ce niveau-là, donc y compris donc la dichotomie, donc si je reviens donc pour tout ce qui est endettement interne et externe. Réellement, qu'est-ce qu'on a comme ressources? On a les ressources fiscales et parafiscales, c'est on va dire propres, c'est dégagé par l'ensemble des opérations économiques de la Tunisie, et tout ce qui est endettement et quelques ressources exceptionnelles. Donc grossièrement, c'est la structure des ressources du budget. Oui. Donc à ce niveau-là, ça va de soi que réaliser quelques augmentations de ressources, hormis donc les 952 millions de dinars concernant l'emprunt national. Donc ça c'est pour la partie par exemple endettement, c'est des mesures qui ont été donc entretenues et entreprises même avant la promulgation de cette loi de finances complémentaire. Par contre, pour tout ce qui est mesures fiscales, il faut avoir le support
d'une loi de finances complémentaire. À ce niveau-là, bon, il y a quelques points. Justement, bon, c'est anecdotique si on parle un peu du timbre ou de la pour le contrat de mariage. Concernant le mariage, tout ça, bon, pour dire à quel point on essaie de chercher le maximum. Est-ce que le gouvernement est à ce point justement aux abois que finalement il est allé chercher on va dire des taxes un peu. C'est un problème du support. C'est-à-dire, c'est la nature de la taxe. Si on va comparer entre fiscalité indirecte et fiscalité directe, par exemple, la fiscalité directe, c'est attendre la fin d'année pour liquider l'impôt. La TVA, c'est entre forfaitaire et réel, donc c'est presque mensuel. Donc ça fait des intérêts pour le trésor. Si on parle de tout ce qui est taxes ou on va dire droit d'enregistrement, tout ça, donc c'est ponctuel, donc ça peut donner. C'est le système de timbre. Donc indépendamment, parce que si on va parler donc rentabilité, vous savez, même en termes de taxation, généralement il y a un principe. Il faut que l'utilité économique correspond, je dirais, au moins au coût de l'administration de cette taxe. Et c'est le cas, par exemple, pour la loi de finances pour 2014, on a prévu l'ISF, l'équivalent d'ISF, impôt sur la fortune. Et généralement, parmi les arguments qui ont été contre cet impôt qui a été visiblement donc abandonné par cette loi de finances complémentaire, c'est la gestion de cette taxe-là. D'ailleurs, même en Europe, la gestion de cette taxe-là avoisine presque cette recette. Donc à ce niveau-là, pour moi, donc pour répondre méthodologiquement, on va dire, pour nous, l'effet et l'impact d'une taxe ou d'une augmentation d'un taux, malgré le proverbe est clair, les taux tuent les totaux. Donc, pour nous, c'est l'utilité économique. À ce niveau-là, bon, j'ai pas les statistiques pour dire à combien on estime le rendement de chaque mesure, mais j'aimerais bien donner quand même les 4 ou 5 mesures phares pour moi qui peuvent éventuellement favoriser régler un peu le problème des finances de l'État. Oui. Donc à ce niveau-là, donc je vais rappeler en tête, donc en chapitre, donc la question du marché informel. Oui. Pour moi, c'est parmi les axes courageux que je retrouve finalement explicitement au niveau de la loi de finances complémentaire. Pour la méthode, on verra. Donc de toute façon, c'est nouveau. Donc on est en plein de négociations, discussions pour évaluer justement. Pour mettre en application là, c'est les dispositions prévues. Ouais. Parce que donc là ça va pas être évident. Hein. Oui, bien sûr. Donc d'ailleurs, juste là, donc comme on dit en termes économiques, toute chose égale par ailleurs. Donc j'aimerais bien rappeler quelques préalables pour appliquer cette loi de finances complémentaire. Qu'on soit clair, en absence d'approche participative, de l'adhésion de tous les acteurs économiques. On va dire aussi du timing et surtout de l'habillage et de la technique et des mécanismes à déployer. Donc à ce niveau-là, s'il n'y a pas ces 4, je dirais, piliers pour l'acceptation, là, ça devient très compliqué pour la mise en place. Bien sûr, il y a d'autres facteurs aussi, y compris même tout ce qui est logistique, la mise en place de tout ce qui est système d'information, de contrôle, tout ça. Et pourtant, et en plus, on parle de 6 mois. D'ailleurs, c'est bientôt qu'on va commencer à préparer la loi de finances 2015. Donc, dans ce cadre-là, donc quand même, il y a un défi. Donc, sachant que normalement, c'est un texte à adopter avant le 21 juin, donc vacances de l'ANC. 21 juillet. 21 juillet, pardon. Donc, à ce niveau-là, donc que de contraintes. Et là, donc, dans la précipitation, on n'est pas à l'abri de quelques omissions ou insuffisances. Donc là, c'est pour le cadre général. Maintenant, si je vais attaquer donc les quelques axes, donc pour la partie informelle, c'est une demande urgente. Général. Formulée, par les concernés, par les gens qui exercent dans ce commerce parallèle. En interne en termes de bailleurs de fonds et en termes d'organismes internationaux. Maintenant, la logique, c'est aller vers l'intégration. Voilà, dans l'économie formelle. Oui. Donc cette intégration, on va dire, a réussi. Il y a quand même pas mal d'expériences internationales. Elle a réussi, mais quand même dans un cadre beaucoup plus consensuel et beaucoup plus, on va dire, ayant pris son temps. Parce qu'au fait, pour nous, l'informel dépend aussi de tout ce qui est compensation. D'ailleurs, si vous constatez dans le passé, l'informel profitait pour l'équilibre budgétaire de la Tunisie. Des couches maintenant, la très vapeur est renversée. Oui. Donc là, c'est toujours le mécanisme de la caisse de compensation qui est sujette à une discussion très poussée au niveau du dialogue national économique, qui jusque-là, donc, on est mitigé sur donc la façon et les résultats. Donc dans tout ce cadre-là, on va dire si on veut aller donc dans cette opération d'intégration, on va dire on va cibler quelques secteurs. De toute façon, on parle toujours de produits licites. On va voir quelles sont les catégories. Est-ce qu'on parle des baleines, des grands, donc les grands trafiquants, les chefs, les barons, ou bien de quelques réseaux occasionnels, tout ça, donc et saisonniers. Donc là,
On va voir avec dans l'exposé de motifs et avec les services concernés. Maintenant, est-ce que, et là donc ça pose la vraie question, est-ce que on est en train de chercher une amnistie, donc amnistie fiscale, sociale et surtout de change de devise, sans l'avouer et commencer par étapes? Donc ça c'est les vraies questions. C'est pas toujours clair. Mais à la base c'est un point courageux qu'on essaie, on va dire, d'aller vers une formule de réussir, acceptée avec une utilité. Donc c'est l'objectif. Donc à ce niveau-là, c'est un vrai défi qui nécessite forcément la cohésion des efforts pour réussir quelques résultats donc à ce niveau-là. Niveau dispositif, oui. Et pour les autres Pour les autres, donc il y a tout ce qui est donc les fonctions, les professions non commerciales. C'est le changement de régime forfaitaire en régime réel. Voilà, donc il y a tout ce qui est donc en fait deux catégories. Donc il y a le régime forfaitaire. Donc il y a un arrêté qui va fixer quelques bénéficiaires de ce régime-là pour justement les intégrer ou bien dans le régime réel ou bien éventuellement augmenter les taux et les formules de calcul de ce forfait justement, qui juste là ne reflètent pas la réalité de l'activité, sachant que par ailleurs ces mêmes activités bénéficient de la compensation. Donc il y a d'autres mécanismes pour éviter cette compensation et ces jonglages entre les familles nécessiteuses, les vrais donc concernés par la compensation et ces activités commerciales, pour consacrer le principe pas de compensation pour l'activité commerciale et industrielle. Donc deuxième catégorie, c'est par exemple, ça nous concerne nous-mêmes, donc la profession libérale. Donc c'est en général nous avons des professions qui sont soumises à un régime forfaitaire ou bien un réel simplifié. De toute façon, il y a pas mal de formules. Donc, à ce niveau-là, c'est bien, on va dire, en d'autres termes, c'est bien de rationaliser et chercher plus d'équité fiscale, ne serait-ce dans le cadre des fonctions libérales. Par contre, il y a quelques mesures. Donc la base virale VPS a été mise à jour. Qui ne sont pas réellement pratiques. Si on parle, par exemple, le minimum d'impôt, c'est la moyenne de tous les membres de la profession libérale, ça se fait pas. Pour commencer. Pour avoir une moyenne. Voilà, pour commencer, l'impôt il est personnel, donc il ne dépend pas d'une moyenne. Deuxième point, donc c'est impossible d'établir cette moyenne. En plus, sachant qu'il y a une moyenne biaisée puisqu'il y a un problème de déclaration, donc exact ou pas. Donc c'est pas la meilleure solution. Donc on va voir, donc on va essayer. Vous allez proposer autre chose. Proposer bien sûr certainement. Et en plus, on est étonné pour tout ce qui est arrêt d'activité. Il suffit que vous auriez plutôt un redressement fiscal qui va constater qu'il y a par exemple une fraude fiscale. Il y a un article qui dit vous êtes passible d'une peine d'arrêt d'activité, de suspension d'activité entre 1 année et 3 ans. Bon là on va voir, parce que si on parle de la patente, c'est pas le cas, donc on peut exercer en société, alors que réellement l'activité elle est donnée par la corporation subséquente, parce que en fait c'est le tableau, c'est l'inscription au tableau qui donne droit à l'activité. Donc bon, je suis entré dans le détail pour dire que nous sommes en version RAC actuellement. Il y a des travaux pour peaufiner la version qui est devant nous. Donc il y a d'autres mesures, si vous voulez, je peux donner. Non, les plus importantes, bien sûr, on ne va pas entrer trop dans les détails. Il y a aussi, donc, on va aller maintenant dans le titre carrément. Il y a la partie secret bancaire. Comme ça, au moins, on va attaquer les 3 grands chantiers. Donc nous-mêmes, là je parle pour les experts comptables, nous sommes pour la levée du secret bancaire. C'est un principe, de toute façon, universellement admis, même pour les grandes, on va dire, structures internationale qui a été plus ou moins exemptée jusque-là de cette obligation. C'est semble-t-il, des instances internationales. Justement, sinon, on va être classé dans les pays paradis fiscaux. Si on va rappeler, par exemple, tout ce qui est OCDE, tout ça, donc avec cette situation, on n'est pas très bien noté donc par rapport à tout ce qui est paradis fiscal, tout ça. Donc c'est consacrer le principe de transparence. Donc le principe, généralement, économiquement, c'est un principe valable. Donc, qui consacre tout ce qui est transparence des transactions, tout ça, aller vers plus un taux de bancarisation plus important, parce que le taux de bancarisation actuel en Tunisie, il n'est pas digne d'un pays qui cherche, je dirais, un équilibre, je dirais, basique. Donc, il y a de la masse monétaire qui sort du secteur formel, mais c'est même pas du secteur bancaire qui sort du secteur formel, elle revient pas au secteur informel. Voilà, elle revient pas au secteur formel. Donc le taux de bancarisation, il est vraiment en nette dégradation, chute, détérioration. Et par ailleurs, vous savez que cette opération, elle se fait au détriment du panier de devises mes métaux précieux. Donc parallèlement à cela, nous avons le problème de contrôle fiscal qui est tout souvent heurté à cette obligation présentée, les relevés bancaires
en termes de numéro de compte et pas en termes d'opération. Donc, à ce niveau-là, honnêtement, nous sommes adeptes de tout ce qui est bonne gouvernance, contrôle, tout ça, dans le respect, donc justement, de tout ce qui est donc information personnelle, tout, donc, confidentialité, tout ça. Je dirais que c'est une bonne mesure à condition que les organes régulant et supervisant l'activité bancaire soient impliqués dans la conception. Et je suppose que ça a été donc. Ils ont dû être je suppose, aussi, donc on verra les réactions. Soient impliqués dans l'adoption, parce que c'est une adoption avec en phase, par étape, tout ça, donc qui est graduelle. Je dirais à ce niveau-là, donc j'insiste à ce que les gens du métier soient impliqués dans la décision, dans les mécanismes et dans le calendrier. Mais là, vous parlez les gens du c'est métier, c'est pour toutes les professions, pas uniquement pour les experts comptables. Non, je parle pour cette mesure-là des banquiers carrément. Donc les banques, donc les intermédiaires agréés en général, là, donc ça concerne tout le secteur financier. Et surtout, voir avec l'autre mesure phare qu'on a exigée donc, au niveau de la loi de finances 2014, c'est tout ce qui est transactions en espèces. Donc, nous avons aussi prévu des limites pour ça. Donc, ces deux mesures conjuguées donnent une possibilité de reconquérir cette masse qui fuit le secteur formel. Bien sûr, et là ça a été consacré, quand on parle de secret bancaire, y compris le compte des intermédiaires en bourse, parce que, si vous voyez bien, donc faut-il que tous les agents soient soumis aux mêmes exigences d'information, de divulgation et de coopération avec les services de contrôle, pour éviter une distorsion de concurrence entre les différentes intermédiaires de collègues d'épargne publique. D'accord. Une dernière question en ce qui concerne cette première partie. Les salariés aussi mettent la main à la pâte aussi, encore une fois, mais pas de manière volontaire, puisqu'il va y avoir des retenues à la source, retenues sur les salaires d'un jour jusqu'à 6 jours selon les salaires. Des taxes et des timbres donc en augmentation, de nouvelles taxes ont été instituées. Pensez-vous que toutes ces mesures, Nabil Abdeltif, vont permettre de combler le trou et c'est vraiment la bonne démarche pour mobiliser le maximum de ressources au budget de l'État? Honnêtement, je sais que ce genre de mesure n'est pas populaire. Et donc, aucun gouvernement ne serait content pour aborder ce volet de contribution, bien que c'est toujours, indiqué qu'il s'agit d'une opération exceptionnelle, ponctuelle, tout ça, pour faire face à la situation du 12e semestre 2014. Moi, je dirais quand même, dommage qu'on n'ait pas encore au stade d'implémentation de quelques mesures urgentes pour la réforme fiscale, parce qu'au fait, la pression fiscale en Tunisie, elle est très, 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 très lourde. Le seul problème, c'est un problème d'iniquité fiscale. Et en premier, on va dire, rang de contribution dans cette aide fiscale, c'est les salariés. C'est toujours le salarié. Les salariés, c'est les gens qui payent, pour la partie revenu en termes de salaire, qui payent leur dû. Régulièrement. De toute façon, ils n'ont pas le choix. De toute façon, ils n'ont pas le choix, c'est retenu à la source. Donc, à ce niveau-là, je dirais quand même, c'est pas la meilleure solution de revenir toujours vers les salariés, mais quand même, dans ce cadre-là, donc quand même, il y a, par ailleurs, si on va développer, par exemple, le minimum d'impôt pour les sociétés, c'est 5 000 dinars, même si elle est déficitaire. Donc, au moins, on voit qu'à ce niveau-là, quand même, donc ça touche les deux catégories. Maintenant, l'opportunité de nombre de jours par catégorie, parce que là, donc c'est classifié donc selon le revenu, tout ça. Il y a partie volontaire, partie obligatoire. Donc, à ce niveau-là, moi, je dirais, généralement, si c'est bien la communication sur l'affectation et sur, on va dire, l'allocation de cet effort, cet élan de solidarité, généralement, ça donne l'engouement et les dévouements pour ce genre de décision. Mais si c'est dans la même caisse et on ne sait pas... C'est surtout la manière avec laquelle on continue. Justement, peut-être à ce niveau-là, d'ailleurs, ça s'applique même pour le Crédit National. De toute façon, heureusement qu'on est à ça quand même de 952 millions, mais quand même, on a toujours le souci de se poser la question, de savoir quelle où est l'affectation, va, parce que généralement ce genre d'opération il est directement affecté à une opération particulière d'investissement dans une région particulière ou recherche et développement. De toute façon, on mobilise les contribuables vers un projet et ça donne une autre idée. C'est pas l'impôt usuel, c'est plutôt une opération ponctuelle pour justement orienter la finance publique et l'outil d'État, donc de politique économique d'État, vers un secteur ou une activité bien particulière. Merci Nabil Abdeltif
présidente du Conseil de l'Ordre des experts comptables de Tunisie. Nous vous retrouverons dans le prochain numéro du magazine de l'économie pour parler du déficit budgétaire et des équilibres des balances du budget de l'État. Merci Tara Almi, merci à vous tous.